L'air sur la base aérienne de Khorsabad était lourd, saturé non seulement par la poussière du désert, mais aussi par une tension qui collait à la peau. Dans le centre de commandement, les radios crachotaient dans un chaos de messages brouillés. Les drones ne répondaient plus. Les communications s'effaçaient. L'ennemi avançait, sûr de sa position. À plusieurs centaines de kilomètres, quelque part dans les montagnes dentelées du nord-est d'Afghanar, une unité de force spéciale se retrouvait piégée dans un canyon étroit, encerclée par des combattants talibans bénéficiant de la hauteur et d'un armement lourd. Cela faisait 12 heures qu'ils n'avaient pas donné signe de vie, jusqu'à ce qu'un signal radio grésillant perce le silence. « Extraction impossible, nous sommes encerclés, besoin d'un appui aérien ou nous ne passerons pas la nuit. Je répète, c'est notre dernière position. » Dans la salle, un silence de plomb s'installa. Les cartes furent dépliées, les feutres encerclant les zones d'intérêt. Et, au centre de la table, une évidence glaçante. Aucun appareil ne pouvait franchir ce goulet sans se faire pulvériser. La vallée était trop étroite, l'air trop chaud, la menace anti-aérienne trop réelle. Même les hélicoptères ne pouvaient s'approcher sans couverture. Cette couverture n'existait pas. À moins qu'un pilote soit assez fou pour tenter un appui rapproché à basse altitude, dans une zone où les radars perdaient toute lecture et où chaque missile guidé par la chaleur chassait les moteurs comme des proies. Près du fond de la pièce, le commandant Maris et la capitaine Lena Cortés observaient en silence. Le colonel, les mains appuyées sur la table, finit par trancher. « On attend la nuit. On réessaiera avec un essaim de drones, s'ils sont encore en vie. » Mais Lena savait que l'équipe n'avait pas cette marge. Alors elle s'avança. « Je vais y aller ?» Plusieurs têtes se tournèrent envers elle, incrédules. Un officier ricana, un autre lâcha un « elle plaisante », mais son visage était figé, déterminé. Le colonel la fixa. « Vous n'êtes pas sérieuse ?» Elle soutint son regard. « J'ai déjà survolé cette région, lors de l'opération Mistral Rouge. Je connais la vallée. Si je reste sous la ligne de crête et que je m'appuie sur les courants thermiques, je peux passer. » Le colonel secoua la tête. Cortés, c'est en dessous de la limite de sécurité minimale, 1 mètre de trop vers le bas, et vous perdez une aile. Vous vous écrasez, et on perd plus qu'un soutien aérien. On perd l'une de nos meilleurs pilotes. Elle s'approcha encore. Avec tout le respect que je vous dois, mon colonel, ils sont déjà en train de mourir. Si on attend, on ramassera des plaques d'identification. Si j'y vais, on leur donne une chance. Un silence pesant suivit. Puis elle lança un dernier regard aux sceptiques. Peut-être qu'ils ne savent pas qui je suis. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était une certitude forgée par des années de missions improbables, d'exercices ratés dans des simulateurs et de batailles où le doute avait failli la tuer. Chaque pilote a une limite. La sienne se situait un peu plus bas, littéralement. Le colonel soupira longuement. « Si on vous donne le feu vert, vous y allez seul. Aucun ailier ne pourra entrer aussi profond. » Elle hocha la tête. « Je n'en aurais pas besoin. » Les équipes techniques se mirent à préparer son A-10 épervier, surnommé le sanglier de fer pour son blindage, son canon dévastateur et sa robustesse. Mais même pour lui, c'était une mission suicidaire. On vérifia le carburant, les munitions, les systèmes hydrauliques, pas de place pour les erreurs. Alors qu'elle grimpait l'échelle vers le cockpit, un jeune mécanicien lui tendit un petit écusson brodé à la main. On pouvait y lire « Walkyrie ». Elle esquissa un sourire. « Ce surnom traîne encore ?» Le garçon haussa les épaules. On a tous entendu parler de l'exercice au-dessus de Karomar, 30 pieds au-dessus des cimes, elle frôlant une branche, et vous avez continué. Elle eut un bref éclat de rire. C'était classé confidentiel. Vous parlez trop. On n'appelle pas ça parler, on appelle ça admirer. La verrière se referma, et soudain, le monde extérieur devint silencieux. Ses mains glissèrent sur les commandes avec une précision d'orfèvre. Les jauges affichaient un carburant stable. Les volets répondaient parfaitement. Le canon rotatif était armé et prêt. Dans son oreillette, la tour lança « Tour Khorsabad à Walkyrie, autorisé au décollage, cap 130, bonne chance, capitaine ». Les turbines rugirent, le bitume vibra, et la 10 bondit en avant, avalant la piste avant de s'arracher au sol dans un grondement qui fit trembler la base. En quelques minutes, elle disparut derrière la ligne des collines, ne laissant qu'un nuage de poussière. Dans le centre de commandement, les yeux restaient rivés sur les écrans radars. Rien. La trajectoire qu'elle avait choisie passait sous la couverture. Aucun signal, aucun retour, juste un point vert, puis plus rien. « Elle est hors réseau », souffla un officier. « Elle le savait ?» répondit le colonel, crispant les doigts sur la table. « Alors comment saura-t-on si elle réussit ?» Personne n'eut de réponse. Pendant ce temps, Lena s'enfonçait dans les montagnes. Les parois se rapprochaient comme les mâchoires d'un piège. Elle descendit encore, l'horizon disparaissant derrière les rochers.
La sueur coulait le long de sa nuque. Les vents latéraux secouaient ses ailes, cherchant à la déstabiliser. Mais ses mains restaient fermes. Elle pensait aux hommes au sol, à ses frères d'armes qui avaient déjà risqué leur vie pour couvrir des pilotes comme elle. Cette mission, c'était leur rendre l'appareil. Elle enclencha la radio. « Walkyrie à équipe Echo, j'arrive. Tenez bon. » Un grésillement, puis une voix haletante. « Walkyrie, vous êtes folle !» Elle esquissa un sourire. « Oui, mais je viens quand même. » Les montagnes se dressaient de plus en plus haut autour d'elle, leurs parois abruptes semblant vouloir se refermer sur son appareil. Lena glissa sous un surplomb rocheux, à quelques mètres à peine de l'impact. Ses ailes frôlaient presque les ombres, chaque secousse du vent menaçant de la projeter contre la pierre. Mais ce genre de vol, dangereux, instinctif, faisait partie de son ADN de pilote. L'épervier grondait, son blindage vibrant à chaque turbulence. Mais la machine obéissait comme si elle comprenait que la moindre hésitation signerait leur fin. Ce n'était pas la première fois que Lena volait au ras du sol, ni même qu'elle défiait les altitudes minimales imposées par les manuels. Sa route vers cet instant précis avait commencé bien loin de ce canyon des années plus tôt, dans la chaleur sèche de la base de Drywell, en Arizona. À l'époque, elle n'était que lieutenant Cortez, sans surnom, sans légende, une des 2 seules femmes dans un escadron de 30 pilotes. Ses instructeurs ne la sous-estimaient pas ouvertement, mais leurs regards parlaient pour eux. Trop frêle pour ce poste, manque de résistance. Les murmures s'éteignaient à son passage, mais les doutes restaient. Alors elle avait décidé de voler plus longtemps, de s'entraîner plus durement, de pousser chaque limite jusqu'à l'user. Le jour où elle avait pris les commandes d'un véritable A-10 pour la première fois, ce fut comme apprivoiser un animal sauvage. L'avion était brut, bruyant, vibrant, presque indomptable. Mais elle l'avait adoré immédiatement. Là où d'autres pilotes prenaient le temps de dompter la bête, elle l'avait menée comme un chirurgien manie un scalpel. Précise quand il le fallait, implacable quand c'était nécessaire. Son surnom, elle l'avait gagné lors d'un exercice en haute montagne, au-dessus des Rocheuses. Un camarade avait perdu toute puissance en plein vol, alors qu'un blizzard arrivait. La visibilité était quasi nulle, et le contrôle au sol leur ordonnait de rentrer. Mais Lena avait vu l'avion dériver vers un crash. Sans hésiter, elle avait plongé à altitude dangereuse, se plaçant aile contre aile pour le guider avec des signaux visuels. Un instant, son aile avait accroché la cime d'un pin. Elle avait continué, luttant jusqu'à ramener son camarade vivant. En atterrissant, glacé jusqu'aux os, un vieux sergent s'était approché et avait murmuré « Tu voles comme une Walkyrie qui descend des enfers ». Le nom n'avait plus quitté ses oreilles. Aujourd'hui serrée dans son cockpit, loin de toute sécurité, elle se souvenait de ce jour. Mais pas pour se flatter. Pour se rappeler qu'elle avait déjà franchi des frontières où personne ne voulait aller. Les voyants d'alerte clignotaient en orange, les capteurs affichaient des variations dangereuses du vent. Elle ajusta les commandes à l'instinct. La radio grésilla. « Walkyrie, c'est Echo. Vous venez de passer la crête à 250 pieds ?» Elle sourit. « Négatif, c'était 200. Gardez les yeux sur votre position, j'arrive. » En bas, les hommes levèrent la tête juste à temps pour apercevoir une ombre grise filer au-dessus d'eux. Un grondement secouant le canyon. Depuis la salle de commandement, le colonel et ses officiers observaient toujours un écran vide. Pas de signal, pas de position. Trop basse, murmura un jeune lieutenant. Elle savait le risque, répondit le colonel, les yeux rivés à la carte. Dans le canyon, Lena avait repéré le champ de bataille. Des carcasses de véhicules fumaient encore, les tirs ennemis fusaient depuis les lignes de crête, concentrés sur la position des forces spéciales. Le terrain était un piège parfait pour les insurgés. Elle arma le canon rotatif. Cible repérée, un groupe sur un éperon rocheux installant une nouvelle position de tir. Elle plongea. Le corps écrasé par les jets, le nez de l'A-10, se planta sur l'objectif. Les systèmes de visée sautaient à cause de la chaleur et des interférences. On fera ça à l'ancienne, pensa-t-elle. Le canon rugit, crachant ses projectiles à la cadence infernale de 4000 coups par minute. La crête explosa sous l'impact, envoyant pierres et flammes dans toutes les directions. « Cible détruite », annonça-t-elle. En bas, l'équipe Echo poussa un cri de soulagement. Mais ce n'était qu'un début. Lena vira brusquement, longeant la paroi à quelques mètres, ses ailerons frôlant les ombres. Elle identifia un deuxième groupe sur une ligne plus basse, essayant de couper la retraite de l'équipe. Elle aligna le canon, tira, et la vallée fut secouée par un nouveau tonnerre. « Route d'extraction en cours d'ouverture », transmit-elle à la radio. « On bouge !» répondit le chef des forces spéciales. Le canyon devenait plus dangereux à mesure qu'elle avançait.
Sous 150 pieds d'altitude, elle n'avait plus droit à la moindre erreur. Chaque crête semblait vouloir l'écraser. Les alertes de proximité sonnaient comme une sirène d'ambulance dans son casque. Elle les coupa. Trop de bruit, trop de distractions. À présent, seul son regard comptait. Elle entra dans un corridor final, étroit, imprévisible. En bas, les hommes se déplaçaient en courant à travers un lit de rivière asséché. Du nord, les tirs ennemis redoublaient. « On va construire un mur entre vous et eux », annonça-t-elle. Le verrou de sécurité du canon sauta sous sa main. Plus de ciblage électronique, uniquement ses réflexes. Elle aligna la crête nord. La gâchette se serra. Les tirs dévastèrent la ligne ennemie, pulvérisant rochers et positions fortifiées. Les assaillants n'eurent même pas le temps de réagir. « Crête dégagée », confirma une voix dans l'oreillette. Mais un souffle thermique brutal venu du sud la souleva sans prévenir. L'aile gauche monta, l'appareil dévia. La paroi fonçait sur elle. « Tire, tire !» cria-t-elle pour elle-même. Le manche fut tiré à fond, le palonnier écrasé. L'aile effleura la roche, envoyant des gerbes d'étincelles. Les alarmes hurlèrent. Les indicateurs affichaient des dégâts sur l'aile gauche, une fuite hydraulique, un volet de stabilisation hors service. Mais elle vola encore. « Vous tenez le coup, Walkyrie ?» demanda l'équipe Echo dans son casque un peu haletante. « Petite turbulence », répondit-elle d'un ton calme. « Je vole toujours. » Mais déjà, un second groupe ennemi apparaissait sur la crête sud. Rapide, organisé, il se préparait à tirer sur les hommes au sol, sans se douter qu'au-dessus d'eux, un avion blessé s'apprêtait à les frapper. Lena inclina l'épervier, plongea encore plus bas, au point de raser les cimes. Ses mains ajustaient les commandes avec la précision d'un chirurgien. Plus de visée automatique, seulement l'angle de son canon, son œil et son instinct. Une brève pression sur la gâchette, et les rafales arrachèrent la crête, fauchant tout sur leur passage. Les soldats au sol accélérèrent, profitant du couloir qu'elle venait de leur ouvrir. Dans son cockpit, les voyants rouges s'allumaient les uns après les autres. Carburant à 40%, hydraulique instable, température moteur critique. Elle avait poussé l'avion bien au-delà de ce pourquoi il avait été conçu, et chaque seconde supplémentaire augmentait le risque que tout s'arrête net. « Walkyrie, ici commandement », grésilla la radio. « Nous détectons de gros dégâts sur votre appareil. Besoin de soutien ?» Elle inspira profondément. « Négatif. Je termine ce que j'ai commencé. » Le silence qui suivit en disait long. Puis la voix du poste de commandement reprit. « Compris. Renfort dans 15 minutes. 15 minutes, trop long. » À l'ouest, elle repéra un nouveau mouvement, de pick-up armés dévalant une piste rocailleuse. Objectif évident. Couper l'itinéraire d'extraction des hélicoptères qui viendraient récupérer l'équipe. Son carburant clignotait déjà en réserve. Elle savait qu'en attaquant, elle compromettrait encore ses chances de retour. Mais elle n'avait pas volé jusque-là pour laisser la mission échouer. Elle se mit dans leur sillage, le canyon se resserrant autour d'elle. À gauche, une paroi verticale. À droite, une forêt d'arbres tordue par le vent. À cette vitesse, un seul faux mouvement, et l'épervier deviendrait un tas de métal. Elle aligna le premier véhicule, pressa la détente. Explosion immédiate. Le second tenta d'esquiver, mais alla s'écraser contre un bloc de granit. « Convoi neutralisé », annonça-t-elle. L'équipe Echo répondit avec une émotion contenue. « Couloir dégagé, vous venez de nous sauver encore une fois. » Mais elle n'eut pas le temps de savourer. Un mouvement attira son regard. Sur une corniche ombragée, un insurgé vêtu d'un uniforme américain récupéré, tenant un lance-missile portatif. Il ne la visait pas. Il attendait que les hélicoptères soient à portée. Lena enclencha son canon. Clic, rien, bourrage mécanique. Elle frappa les commandes, réinitialisa, en vain. Plus de munitions, plus de temps. Alors elle prit la seule décision possible. Plonger droit sur lui. L'homme leva les yeux, tenta de courir vers l'abri d'une grotte. Trop tard. L'aile droite de l'A-10 frôla l'entrée de la caverne, arrachant des éclats de pierre. Le souffle des turbines le projeta en arrière comme un fétu de paille. Léger, l'appareil remonta, moteur gémissant sous l'effort. « Menace neutralisée », souffla-t-elle. Le poste de commandement rappela. « Walkyrie, vous dépassez toutes les limites mécaniques. Retour immédiat. » Elle hésita. « Négatif. Les Chinooks n'ont pas encore franchi la dernière crête. Je reste en couverture. » Le ton devint grave. « Cortés, votre turbine gauche peut lâcher à tout moment. » Elle répondit sans trembler. « Alors je planerai. » Cette fois, aucun officier ne chercha à l'en dissuader. Les minutes suivantes furent un balai insensé. L'épervier volait de part et d'autre du convoi aérien, se faufilant entre les parois, prêt à intercepter toute menace.
Les hélicoptères lourds grimpaient péniblement, proie facile pour quiconque se cachait encore dans les hauteurs. Les soldats à bord observaient l'ombre grise qui passait et repassait parfois si près qu'ils croyaient pouvoir toucher l'aile. Et puis enfin la dernière crête fut franchie. Les hélicoptères s'élancèrent vers la plaine. Dans les cockpits, les cris de victoire éclatèrent. Mais pour Lena, la mission n'était pas terminée. Son indicateur carburant affichait 7%. Ses commandes répondaient avec lenteur, chaque mouvement demandant toute sa force. Elle demanda en urgence un atterrissage prioritaire. Autorisation accordée, piste libre, équipe d'urgence en place. Vous devez éjecter, proposa la tour. Elle aperçut la base au loin, la chaleur tremblant au-dessus de la piste. Non, je la ramène. L'approche fut rapide, trop rapide. Pas de volet, pas de frein. Les roues touchèrent le tarmac dans un hurlement, des gerbes d'étincelles jaillissant sous la friction. Elle maintint l'appareil droit par pure force dans les bras. Enfin, l'A10 s'immobilisa, fumant, éraflé mais debout. La verrière s'ouvrit. Elle descendit lentement, ses jambes encore engourdies par l'effort. Autour, personne ne parla. Les mécanos se rapprochaient en silence, observant la carcasse cabossée comme un vestige miraculeux. Un à un, les soldats au sol la saluèrent. Le chef de l'équipe Echo s'approcha, mains encore tachées de sang et de poussière. Il lui serra la main. « Vous ne nous avez pas seulement sauvés, vous avez humilié toute une montagne ?» Lena eut un mince sourire. Elle a bien essayé de se défendre. Il éclata de rire. Pas assez fort. De retour au centre opérationnel, les officiers avaient déjà commencé à reconstituer la mission à partir des rares fragments disponibles. Quelques images satellites, des enregistrements audio brouillés, des extraits de caméras fixées au casque des forces spéciales. Les analystes, penchés sur les écrans, n'en croyaient pas leurs yeux. Lena avait volé plus bas, plus longtemps, et avec plus de précision que tout ce qu'ils avaient vu dans une mission réelle. Ces rafales au canon étaient chirurgicales. Ces manœuvres dans le canyon dignes d'un pilote d'essai, les chiffres dépassaient même les scénarios d'entraînement les plus optimistes. Mais tout le monde n'applaudissait pas. Sur un écran, un officier de liaison du ministère apparut en visioconférence sécurisée. Le visage fermé, il déclara « Elle a violé les altitudes minimales, pénétré une zone interdite sans autorisation, désactivé plusieurs sécurités de vol et atterri avec un appareil endommagé sans assistance. » Le colonel, crispé, répondit « Et elle a sauvé 12 opérateurs qui seraient morts. » L'homme haussa à peine les épaules. « Je ne dis pas qu'elle n'a pas été efficace, je dis qu'elle a été imprudente. » Lena, restée au fond de la pièce, prit la parole pour la première fois depuis son atterrissage. Ce n'était pas de l'imprudence, c'était un risque calculé. L'officier répliqua sèchement « Le risque calculé n'existe pas dans nos manuels. » Elle le fixa. « La survie dans cette vallée non plus. » Et je préfère devoir expliquer pourquoi j'ai brisé des règles plutôt que rédiger 12 lettres de condoléances. Le silence tomba. Aucun argument ne vint. Officiellement, la mission fut inscrite comme une opération de soutien à haut risque, succès total. Officieusement, une autre histoire commença à circuler. Dès le lendemain, la rumeur se propagea dans tous les hangars, messes et couloirs de la base. Des pilotes s'échangeaient sur leur téléphone des extraits de ces passages en rase-motte filmés depuis le sol. Les membres de l'équipe Echo mirent en ligne des bribes de vidéos montrant l'ombre grise filer au-dessus de la cime des arbres, accompagnée du rugissement du canon. Sa plongée vers la grotte devint un moment culte. Les forums militaires s'enflammèrent, cet ange vole sous le radar. Puis l'histoire franchit la barrière du secret. Un analyste curieux, tombé sur le rapport technique, lut noir sur blanc. Altitude la plus basse confirmée en combat réel, 62 pieds. Il copia les données, les posta anonymement sur un forum de passionnés. En 24 heures, la capture d'écran faisait le tour des réseaux. Les vétérans débattaient de la faisabilité. Les ingénieurs analysaient la physique du vol, les internautes inventaient des surnoms. Elle a rasé les dents du ciel, Walkyrie avec du sang sur les ailes. Au début, l'armée tenta d'ignorer. Puis un membre de l'équipe Echo publia son enregistrement complet. On y voyait, filmé depuis un casque, la silhouette de l'A10 surgir du fond du canyon si basse que les branches semblaient effleurer ses ailes. En quelques heures, la vidéo atteignit des millions de vues. Un montage circula, accompagné d'une musique dramatique, légendée, celle qui a volé là où aucun pilote n'ose aller. Les médias nationaux s'en emparèrent, des talk-shows, des podcasts militaires, des chaînes d'infos en continu commencèrent à parler de la Walkyrie de Khorsabad. Sur la base, Lena regardait ces images en silence.
Ce qu'elle avait fait, elle ne l'avait pas accompli pour devenir un symbole ou pour attirer les caméras. Elle l'avait fait pour sortir 12 hommes vivants de ce piège. Mais désormais, la hiérarchie avait un problème. Elle était trop connue pour être sanctionnée, trop indocile pour être ignorée. Les généraux débattaient à huis clos. Un propos circula. Donnez-lui une médaille, puis enfermez-la dans un centre de formation et qu'on n'en parle plus. Mais d'autres comprenaient que son exploit ouvrait une brèche dans la doctrine. Les jours suivants, un défilé discret de pilotes vint frapper à sa porte. Certains qu'elle connaissait, d'autres non. Tous lui serrèrent la main, en silence. Quelques jours plus tard, elle fut convoquée à Washington pour un conseil interne. Pas une cour martiale, pas officiellement, mais un comité de révision. 5 officiers supérieurs autour d'une table grise. L'un d'eux ouvrit la séance. « Capitaine Cortés, votre vol a attiré l'attention du pays entier. » Elle répondit posément « Je n'ai rien demandé. Non, vous l'avez gagné. Mais vos décisions étaient dangereuses et contraires à plusieurs procédures. Oui, mon général. Et pourtant, vous avez sauvé 12 Américains. Oui, mon général. » Une générale, plus âgée, décorée pour des missions passées, la fixa longuement. On disait autrefois que les femmes pilotes brisaient les règles pour prouver qu'elles avaient leur place. Vous les avez brisées parce que personne d'autre ne pouvait faire ce que vous avez fait. Lena soutint son regard. La générale esquissa un sourire. C'est ce qui vous rend à la fois dangereuse et indispensable. La séance fut levée sans sanction, sans décoration, juste une mise en attente. À la sortie, un journaliste là et là. « Capitaine Cortés, un mot pour le public ?» Elle s'arrêta. « Je n'ai pas volé pour les caméras, j'ai volé pour les hommes qui saignaient dans ce canyon. » Puis elle repartit. Ce soir-là, elle trouva sur son lit une enveloppe sans nom. À l'intérieur, une petite plaque en bronze, gravée d'une phrase « Quand le manuel s'est arrêté, elle a continué de voler. » La tentative de la hiérarchie pour contenir l'affaire échoua rapidement. En une semaine, le nom de Lena Cortés apparut en première page des plus grands journaux. Les demandes d'interviews affluaient par centaines, les célébrités partageaient son histoire et même des maisons d'édition proposaient déjà de publier ses mémoires. Mais Lena resta silencieuse. Elle n'avait aucun intérêt pour les projecteurs. Et pourtant, la politique s'en mêla. Une commission parlementaire fut convoquée à Washington sous le nom officiel. Audition sur les standards de l'aviation de combat. Incident Walkyrie. La salle était pleine à craquer de sénateurs, de journalistes et de caméras. Vêtue de sa tenue d'apparat, décoration bien alignée, elle s'assit face au panel. La première à parler fut une sénatrice du Texas, ancienne officier du renseignement militaire. « Capitaine Cortés, avant tout, des merci. Ce que vous avez accompli est exceptionnel. » Lena acquiesça. « Merci, madame la sénatrice. » Mais la femme poursuivit. « Vous comprenez que cette audition ne vise pas seulement à saluer votre courage, mais à parler de responsabilité et de risque. Avez-vous sciemment enfreint le protocole ?» Lena regarda l'assemblée. « Oui, parce que le protocole ne couvrait pas la réalité du terrain. » Un murmure parcourut la salle. Un autre élu prit la parole. « Vous suggérez donc que les règles actuelles ne sont pas adaptées au combat moderne ?» Elle répondit « Je suggère qu'aucune règle ne couvre toutes les situations. Le combat est du chaos pur. Parfois, c'est l'instinct qui maintient les hommes en vie. » Un sénateur la fixa froidement. « Et si vous n'étiez pas revenu? Si on avait retrouvé votre carcasse au fond du canyon ?» Lena ne cligna pas des yeux. « Alors je serais morte en essayant de les sauver. » Silence. La retransmission en direct de cet échange fit le tour du pays. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, se divisant entre ceux qui la voyaient comme une héroïne et ceux qui la jugeaient dangereuse pour l'ordre militaire. Mais au milieu de ce tumulte, Lena reçut une lettre. Pas d'un général, d'une fillette de 10 ans. Écriture maladroite. « Cher capitaine Cortés, je m'appelle Amelia, je veux piloter des avions aussi. Les garçons de ma classe disent que les filles ne peuvent pas se battre. Mais maintenant, je leur dis que si parce que vous l'avez fait. Ma maman dit que vous êtes une héroïne. Moi, je pense que vous êtes une super-héroïne. Merci, continuez à voler, votre amie Amelia. » Lena relut la lettre 5 fois. Elle ne pleura pas, mais quelque chose se débloqua en elle. Peut-être que ce vol avait eu un sens bien plus grand que la simple survie d'une équipe. Quelques jours plus tard, l'armée clôtura officiellement le dossier. Pas de médaille, pas de sanction, juste une recommandation officieuse, promouvoir ou laisser partir, mais ne pas la mettre de côté. Sur la base, elle reçut un accueil nouveau, fait d'un respect sincère. Les supérieurs lui offrirent plusieurs choix. Diriger une unité expérimentale, donner des conférences à l'Académie de l'air ou devenir stratège à Washington. Elle demanda 24 heures pour réfléchir.
puis prit son épervier pour un vol d'essai. Seule, dans le ciel désertique, elle virevolta au-dessus des dunes, redécouvrant ce qui lui importait vraiment. Le soir même, elle donna sa réponse. « J'entraînerai la prochaine génération, mais pas dans une salle de classe. » « Où alors ?» demanda son supérieur. « Là où ils devront être, en l'air. » Ainsi naquit un programme inédit. Formation Walkyrie, un cours de navigation de combat à très basse altitude, accessible aux pilotes hommes comme femmes. Terrain réel, pression réelle, risque réel. Elle leur apprit ce qu'aucun manuel ne pouvait enseigner. Lire une vallée comme une carte, sentir le vent sur les ailes, voler assez bas pour frôler l'impossible, mais assez intelligemment pour revenir. En quelques années, le programme devint légendaire. Les pilotes qui en sortaient portaient fièrement sa devise officieuse. Vol bas, vol juste, vol pour ceux qui ne le peuvent pas. Et le plus étonnant, c'est que les règles commencèrent à évoluer. Ce qui, autrefois, aurait valu un renvoi, devint un enseignement officiel. Les femmes n'étaient plus l'exception dans les cockpits de combat, mais la norme. Des années plus tard, Lena fit un vol commémoratif au-dessus de la vallée où tout avait commencé. Le canyon s'étendait sous ses ailes, baigné de lumière. Elle murmura pour elle-même « Je suis toujours là, je vole encore ». Ce jour-là, elle comprit que sa mission avait ouvert bien plus qu'un couloir d'extraction. Elle avait ouvert le ciel. Et dans chaque escadron, chaque école de pilotage, on murmurait encore l'histoire de cette femme qui avait volé à 62 pieds du sol, défié la mort, et prouvé que parfois, pour sauver des vies, il fallait aller là où personne n'osait, là où le soleil lui-même semblait trop haut. Parce que les légendes ne vivent pas seulement dans les livres d'histoire. Elles continuent de voler à chaque mission dans le cœur de ceux qu'elles inspirent.